Allez, donc aujourd'hui, on fait ce chapitre de chimie sur le thème 3, le thème du défi énergétique, donc stratégie de synthèse et sélectivité en chimie organique. Voici donc le tableau de compétences. Donc, vous voyez, c'est une leçon assez longue, a priori, avec un contenu assez conséquent. Donc, vous avez toujours pareil, notion, contenu et les compétences exigibles et les exercices que nous travaillerons sous forme donc, de sujets de bac. Le premier que l'on fera tout à l'heure, si vous êtes encore concentré, motivé. Et ça, c'est les deux que je vous ai mis à faire pendant les vacances. D'accord? Donc, mon but aujourd'hui, c'est de présenter la leçon rapidement, les nouvelles notions pour que ce soit clair pour tout le monde et ensuite de faire un sujet de bac. Donc, voilà le planning d'aujourd'hui. Alors, quand on commence ce cours-là, on parle dans une première partie de stratégie de synthèse avec une activité documentaire qui reprend les compétences que l'on voit souvent dans les sujets de bac, c'est-à-dire, alors je vois que mon écran a sauté, j'espère que ça va revenir. Je vais le relancer si jamais. Hop. Donc, ce que l'on retrouve souvent dans les sujets de bac, c'est ici, cette première compétence que vous voyez là, effectuer une analyse critique de protocoles expérimentaux pour identifier les espèces mises en jeu, leur quantité et les paramètres expérimentaux. Donc voilà, cette activité documentaire que je ne vais pas traiter aujourd'hui, mais qui est dans le cours, elle répond à cette compétence exigible-là. Nous la traiterons aujourd'hui à travers ce sujet de bac. D'accord? Donc, sur le cahier de texte, je vous ai proposé de faire cette activité documentaire. J'ai mis le cours en ligne sur mon espace pédagogique de l'ENT. Donc, vous retrouvez le cours, vous retrouvez l'activité documentaire et vous retrouvez le corrigé. Ça peut être un entraînement aussi. D'accord? Donc, on démarre avec stratégie de synthèse, cette fameuse activité documentaire sur laquelle je passe. Donc, je ne la traite pas ce matin avec vous, je vais directement sur le cours. Alors, donc dans ce chapitre-là, je vais m'appuyer pas mal sur ce qui a été vu mardi lorsqu'on a corrigé la fameuse activité expérimentale que l'on n'a pas pu faire, parce qu'on a vu plein de choses, on a revu plein de choses. Donc, on va parler tout d'abord de sécurité et de coût. Donc, il faut se rappeler, et normalement, c'est une notion, des notions importantes quand on prépare les ECE, mais donc j'ai bien l'impression aussi que les ECE vont passer à la trappe. Bref, on se rappelle de ceci. Donc, sécurité et coût dans un laboratoire, des règles assurent la sécurité de tous. Elles portent sur la tenue vestimentaire. Je vous rappelle qu'on porte la blouse, les lunettes, les gants quand c'est justifié, qu'on attache ses cheveux, qu'on fait attention à nos déplacements, on ne court pas, on ne se renverse pas. On fait attention aux produits que l'on utilise en tenant compte des pictogrammes affichés sur les flacons. Donc, il faut avoir une certaine notion des pictogrammes. On a vu les trois principaux mardi que l'on rencontre souvent. Donc, le nocif irritant, la croix, hein, ou le point d'exclamation, pardon, le corrosif, quand ça ronge, et les mains et la paillasse, et l'inflammable. Donc, voilà les trois à connaître. La sécurité des montages, il faut faire attention. Température quand c'est chaud, on fait attention. Pression, serrurerie bien fixée. Et traitement des déchets, c'est vrai que ça, on ne le fait pas trop au lycée Clémence Royer. Mais quand on a eu des TP qui utilisaient des produits dangereux pour l'environnement, normalement, on vous les a fait récupérer dans des bidons. D'accord? Donc ça, on y fait attention quand même un petit peu, mais la majorité des produits que nous utilisons, quand c'est du vinaigre ou du sulfate de cuivre, est bien fortement dilué, ça passe à l'évier sans problème. Alors, dans ce chapitre-là, il va être question de coût d'une synthèse. D'accord? Pour l'instant, c'est quelque chose qui nous est complètement passé à côté. Donc, on ne s'intéresse pas à l'argent que ça coûte. Pourtant, dans l'industrie, quand on réalise des médicaments, quand on réalise, quand on cherche à trouver un vaccin, par exemple, il faut aussi avoir cette notion de coût. Donc, on fait attention. Le coût, c'est pas seulement les réactifs et les solvants, c'est aussi le coût énergétique lié donc au protocole expérimental suivi, c'est-à-dire si on a besoin de chauffer, par exemple. Allez, donc, une fois dites toutes ces généralités, je passe à l'analyse des protocoles. Donc, quand vous allez faire un protocole pour synthétiser une espèce chimique, donc on va vous décrire en détail les différentes étapes. Il faut savoir que lorsque vous faites une synthèse, plusieurs étapes ont lieu. On commence par faire une réaction chimique. Une fois qu'on a fait la réaction chimique, il faut faire le traitement, c'est-à-dire qu'on va chercher à isoler l'espèce qui nous intéresse. Une fois qu'on a isolé l'espèce qui nous intéresse, on l'identifie, on vérifie que c'est bien l'espèce qu'on cherchait à voir, on vérifie si elle est bien pure,
Donc voilà toujours le protocole à suivre, quelle que soit la synthèse, ces étapes-là sont toujours dans cet ordre-là. La réaction, le traitement, l'analyse, l'identification. Alors donc, on vous a dit les réactifs peuvent ou non être introduits dans les proportions stoichiométriques. Les paramètres expérimentaux, vous savez qu'on peut jouer sur la température. Si on le fait à chaud, ce qui permet donc d'accélérer la réaction puisque la température est un facteur cinétique. Et vous savez que la durée de la réaction, il va falloir faire un compromis entre un temps long qui va permettre de consommer la totalité des réactifs et une attente raisonnable. D'accord? Donc la durée de réaction, si la réaction n'est pas immédiate, on va l'accélérer en jouant sur la température, mais à quel moment on arrête la réaction? Eh bien voilà, il faut avoir une idée de à quel pourcentage on est de production de nos produits. Vous savez qu'on rajoute un solvant. Le solvant va permettre de solubiliser les réactifs. C'est un facteur cinétique, on l'a vu dans le chapitre précédent. On peut aussi jouer sur le pH. Le pH va permettre aussi de jouer sur la solubilité des réactifs. Si on a des réactifs solides, on va les dissoudre dans un solvant et souvent, le pH va permettre une meilleure solubilité. Le choix du montage. Alors, le choix du montage, c'est important. On a vu plusieurs montages. On sait que agiter va permettre d'homogénéiser les concentrations et la température. Elle aide aussi à solubiliser les réactifs, d'accord? Donc, agiter, ça peut être intéressant. Donc, je vous rappelle, un agitateur, c'est un agitateur magnétique avec un barreau aimanté. Ensuite, le chauffage à reflux est aussi un montage intéressant dans le sens où il permet de chauffer, donc d'accélérer la réaction et permet également d'éviter toute perte de matière liée au chauffage. D'accord? Donc ça, on en a parlé mardi. Donc il faut savoir reconnaître ce matériel et savoir justifier son utilisation. D'accord? Donc un agitateur, à quoi ça sert? Ça sert à homogénéiser le mélange réactionnel, permettre finalement que les réactifs soient plus facilement en contact les uns avec les autres et réagissent mieux. D'accord? Ça peut aussi permettre, donc, on a dit, de solubiliser. Le chauffage, facteur cinétique, si on chauffe, il faut un réfrigérant au-dessus. Donc, soit un réfrigérant à air, soit un réfrigérant à eau, on en a parlé aussi. Parlons maintenant du traitement du milieu réactionnel. Donc, une fois que la réaction est terminée, je vous ai dit, bien, on doit faire un traitement pour isoler le produit désiré, c'est-à-dire l'extraire du solvant, des réactifs qui sont en excès, ou encore l'extraire des produits que l'on ne retient pas. Pour ceci, on peut faire soit avec une ampoule à décanter, et c'est ce que l'on a fait mardi. Donc, rappelez-vous, le fonctionnement d'une ampoule à décanter, c'est intéressant quand on a deux phases, une phase aqueuse et une phase organique. Donc, on va jouer sur la différence de solubilité des espèces chimiques. Donc, si le produit que l'on cherche à extraire est peu soluble dans l'eau, on va lui mettre, donc, il va constituer la phase organique et on va pouvoir donc dissocier la phase aqueuse de la phase organique simplement parce qu'ils ont une densité différente. D'accord? Donc ça, c'est l'ampoule à décanter. Je vous la remets ici. Donc rappelez-vous de ces termes, phase organique, phase aqueuse. Je vous ai dit aussi qu'on pouvait sécher la phase organique. Si par exemple, on n'est pas sûr d'avoir fait une séparation à la goutte près, que peut-être quelques gouttes de la phase aqueuse sont restées dans la phase organique, on va sécher la phase organique en ajoutant le produit dont je vous parlais mardi, du sulfate de magnésium, qui est ce produit solide qu'on trouve dans les chaussures, les sacs à main quand on achète ou des valises. D'accord? Donc ça permet de capter l'humidité. Donc derrière, une fois qu'on a rajouté du sulfate de magnésium, OK. Que contrôle continu. Donc, je répète, si c'est que contrôle continu, ça veut dire que pour vous, l'année est terminée, je suppose, à moins qu'il ait parlé du 3e trimestre? Salut Dorian. 100 à noir, 1er trimestre, 2e trimestre, de quoi parle-t-il en fait? Louis, il a rajouté le 3e trimestre? Ce qui serait pas, OK. Alors, faudrait qu'on soit d'accord? Il va l'annoncer après, donc c'est pas encore, on n'est pas encore sûr. Que de terminale, oui, ça paraîtrait normal? Alors Louis, je comprends pas ce que tu viens d'écrire.
Il n'a pas dit, mais on a les cours jusqu'en juillet. Du brevet, d'accord. D'accord, ok. Je vois que j'ai 58 élèves connectés. C'est bien, donc merci à tous d'être là. On ne passe pas du tout d'épreuve, ok, ça me va. Est-ce que je continue mon cours Nicolas, c'est sûr, contrôle continu sur les 2 premiers trimestres? Tu l'as entendu, c'est sûr? Oui, sûr, ok. D'accord. Donc, ok, je veux bien reprendre. Donc, du coup, on met entre parenthèses le chat pour l'instant, à moins qu'il y ait des questions, évidemment. Oui, c'est les vacances, c'est pour le plaisir, sauf pour ceux qui feront de la physique l'année prochaine. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein, les programmes, il faut qu'ils soient faits. Donc, faites attention. Toutes les notes du confinement, elles ne compteraient pas, d'accord. Est-ce qu'il a dit, tiens, dernière question quand même avant que je reprenne mon cours, est-ce qu'il a dit quel serait le mode de comptabilisation, pardon, des moyennes? C'est-à-dire que est-ce qu'il affecte des coefficients qui sont propres à chaque filière? Est-ce que les S auront les coefficients du bac associés à leur contrôle continu ou pas? Parce que ça va changer la donne. D'accord, c'est pas détaillé. Ok, donc ce n'est pas dit. Ok. Allez, je continue si vous voulez bien, je vais continuer mon cours. C'est peut-être pas évident de faire les deux à la fois, je me vexerai pas évidemment hein, si vous partez écouter le discours de Jean Michmich, il n'y a pas de souci. Et moi, je vais essayer de continuer en essayant de rester concentrée et claire. Ok? Allez, on y va. Donc, si vous regardez là jusqu'à présent, depuis le début que je parle, donc j'ai mis des choses en gras sur le cours, j'ai rien mis en rouge. Donc, ce sont des choses, des notions que vous avez en tête. Il y a pas besoin de réciter, d'apprendre par cœur des définitions. C'est vraiment comprendre comment ça se passe. D'accord? Donc, comprendre les protocoles expérimentaux, comprendre les moyens, le matériel que l'on utilise, quel est son intérêt. D'accord? Chaque chose doit être justifiée. Donc, je vais vous parler du séchage. Lorsqu'on fait un séchage en rajoutant du sulfate de magnésium, on rajoute un solide donc dans une phase aqueuse ou organique, bref, pour pouvoir l'évacuer une fois qu'il s'est gorgé d'eau, ce solide, hein, pour pouvoir l'évacuer, on va faire une filtration et rappelez-vous ce dispositif qu'on a utilisé je ne sais plus si c'est cette année, mais en tout cas, vous l'avez utilisé pendant vos années de lycée, c'est une filtration sous vide. L'intérêt de la filtration sous vide, est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est quoi la différence entre une filtration sous vide et une filtration classique? Plus rapide, effectivement, d'accord? Donc la filtration sous vide est extrêmement rapide puisqu'on vient absorber, on vient pomper par-dessous l'air et du coup, d'accord, donc on rajoute le 3e trimestre, à part les notes de confinement, donc ça veut dire que dès qu'on reprend, forcément les profs vont vous mettre des contrôles. Bon, ça quelque part l'idée c'est, forcément vous obliger à bosser pendant les vacances, sinon on a peur de perdre tout le monde. OK. Donc ça veut dire que ceux qui sont limites pour l'obtention du bac avec le contrôle continu, ils doivent tout donner pour remonter leurs notes et assurer leur 3e trimestre. Je suppose qu'il y aura aussi du coup des mentions. Oui, donc je vois bien. Il y aura aussi des mentions qui sont liées aux moyennes que vous obtenez, ce qui serait, il me semble, aussi logique hein, pour récompenser le travail de tous. Donc ça veut dire que bah, l'année n'est pas terminée et qu'il faut vous donner les moyens d'obtenir cette petite mention peut-être qui pourrait vous aider pour le supérieur, ok, ou juste monter vos notes pour avoir le bac. Il y a un jury d'examen des dossiers. Oui, je suppose, hein. D'accord? Ok. Allez, donc on s'y remet. Les notes du confinement ne comptent pas, c'est dommage, hein, parce que vous aviez de bonnes notes sur les QCM.
Mais bon, ça vous oblige à bosser, donc je pense que je maintiendrai les QCM pour vous obliger, hein, à essayer d'apprendre vos notions. Les professeurs parlaient entre eux de dès que vous allez rentrer, vous mettre des gros contrôles sur chaque, matière, hein, genre, 2 heures de physique, 2 heures de maths, des gros contrôles pour, vous évaluer sur tout ce qu'on a vu pendant la période de confinement. D'accord? Donc essayez quand même de rester mobilisés pour assurer ce 3e trimestre. Mais je suis toujours gentille, Dorian. OK? Allez, donc on y va. Je continue mon cours. Alors, une fois qu'on a isolé notre produit, il n'est pas forcé qu'il soit pur. Donc, on peut le purifier. Il y a pour cela 2 techniques. Et c'est peut-être ça en rouge parce que ce sont des questions qui apparaissent dans les sujets de bac. Donc, c'est une notion qu'il faut avoir en tête. Comment purifier un produit? Donc, lorsque vous obtenez votre produit, on dit qu'il est brut et donc qu'il peut contenir des impuretés. Pour le purifier, il y a 2 méthodes que l'on utilise selon que le produit obtenu est liquide ou solide. Donc pour un produit liquide, on peut le purifier en utilisant la technique de la distillation. Donc il faut, quand je vois ce montage, reconnaître qu'il s'agit bien de distillation. Alors, donc, un montage de distillation, je vous rappelle le principe. On chauffe, par exemple, votre produit, donc votre produit liquide que vous avez obtenu, hein, qui est visiblement pas pur, vous cherchez à le purifier. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez jouer sur le fait que le produit que vous cherchez à isoler, à purifier, n'a pas la même température d'ébullition que les impuretés qui sont contenues dans le mélange également. Donc, en chauffant le produit organique, par exemple, que vous cherchez à récupérer, va se mettre à se vaporiser. Il passe ici dans la colonne à distillation. Il prend, il n'a pas le choix. Là, pour le coup, c'est fermé, hein. Vous voyez, là, pour le coup, c'est fermé et il va passer forcément ici. Il est refroidi et donc il tombe sous forme liquide et il constitue ce qu'on appelle le distillat. Les impuretés, elles, qui auraient une température d'ébullition moindre, resteraient ici. Ou l'inverse. D'accord? On récupérait notre produit ici et les impuretés se seraient vaporisées. Donc la distillation est une technique de séparation de mélanges liquides dans le but, par exemple ici, de purifier un produit que vous avez obtenu à la fin d'une synthèse. Qu'est-ce qui le refroidit? Ben ici, tu vois, c'est de l'eau. C'est un réfrigérant à eau dans ce cas-là. Autre technique possible, et peut-être que nous aurons l'occasion de la voir en TP, donc à la rentrée, si nous reprenons suffisamment tôt pour pouvoir faire des TP, il est prévu que vous synthétisiez du paracétamol. Donc synthétiser du paracétamol, c'est donc prendre certains réactifs, bref, chauffer pour activer la réaction. On retrouve à la fin un paracétamol qui va cristalliser, c'est-à-dire il va passer à l'état solide. Eh bien, pour éliminer les impuretés qui peuvent être présentes, on peut faire ce qu'on appelle une recristallisation. Ça veut dire que l'on va redissoudre notre paracétamol formé, on le redissout en le chauffant avec de l'eau par exemple, on chauffe, donc il se redissout et on recristallise en passant au froid directement après. Et bien souvent, donc, les impuretés qui sont plus solubles dans l'eau que ne l'est le paracétamol restent dans l'eau et le paracétamol est le seul à recristalliser. Donc, faire une recristallisation permet de purifier un produit solide. Alors, une fois qu'on a isolé notre produit, qu'on l'a purifié, on finit ce que je disais tout à l'heure par l'analyse, c'est-à-dire on veut vérifier donc que notre produit est bien celui attendu et vérifier qu'il est bien pur. Donc pour cela, eh ben, on révise tout ce que l'on a déjà vu. On peut faire soit une CCM, donc une chromatographie sur couche mince. On peut faire de la spectroscopie infrarouge pour vérifier son spectre, de la spectro-RMN, de la spectro-UV visible. On peut mesurer, rappelez-vous, la température de fusion si c'est un solide avec un banc Cofleur. D'accord? Donc on pose le solide à l'extrémité du banc, là où la température est la plus faible et puis on va le pousser avec la petite spatule qui est là, jusqu'à ce qu'on voit la première goutte apparaître. À ce moment-là, on sait que le solide fond. Ça nous permet de mesurer très précisément une température de fusion et on sait bien que si on tombe sur la température de fusion du produit attendu, c'est qu'il est pur. Si on n'est pas tout à fait sur la même, c'est qu'il peut rester des impuretés. D'accord?
Dernière chose que l'on fait quand on a fini notre expérience, on calcule le rendement de la synthèse et voici la seule chose que j'ai mise en rouge ici. Donc, vous devez connaître la formule du rendement. Donc, c'est la quantité de produits obtenus expérimentalement, NP, sur la quantité de produits que je m'attendais à avoir, c'est-à-dire celle que je calcule grâce à un tableau d'avancement ou plus simplement grâce à l'équation de la réaction. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je mesure grâce à l'expérience. Donc par exemple, j'ai eu un solide, je pèse la masse que j'ai, j'en déduis la quantité de matière. Soit c'est un liquide, je mesure donc le volume obtenu grâce à la masse volumique, j'en déduis la quantité de matière. D'accord? Donc attention, il y a 2 formules possibles sur le rendement, j'en ai mis qu'une ici, mais vous pouvez mettre égal la masse de produit sur la masse maximale attendue. Ça marche pareil, soit avec les quantités de matière, soit avec les masses, puisque la quantité de matière, c'est petit m sur grand M. Donc en haut, vous auriez petit m sur grand M, en bas, petit m sur grand M. Le grand M se simplifie. Donc vous pouvez retenir que le rendement, c'est un rapport de quantité de matière ou un rapport de masse. Ça revient au même. D'accord? Celle que j'obtiens sur celle que j'espérais obtenir théoriquement. Alors, donc, j'espère qu'à la rentrée, on aura la possibilité de faire cette activité expérimentale. Donc, si j'ai bien compris, personne n'a parlé, suite à ce que vous avez entendu de la part du ministre, personne n'a parlé des éventuels ECE, donc je suppose que c'est mort aussi. Donc, je répète bien, hein, même si on ne fait pas de CE, je pense qu'il serait intéressant de faire ce TP si on peut, parce qu'il apporte plein d'informations, de notions, etc. et permet surtout de mettre en application tout ce dont on vient de parler ici. S'il n'y a pas de questions sur toutes ces notions qui ne vous sont pas nouvelles, on va commencer sur ce grand 2 qui est la partie nouvelle du programme de terminale sur les réactions donc sélectives. Alors, donc ici, il y a des choses à connaître en rouge, d'accord? Donc des définitions à mémoriser. On va parler de composés polyfonctionnels. C'est hyper simple cette notion, tout est dans le mot polyfonctionnel. Donc tout simplement, regardez ce composé-là, c'est un exemple, c'est le para-aminophénol. Eh bien, je vous dis que c'est un composé polyfonctionnel et même sans lire ce qui est écrit en rouge, personne n'aura du mal à comprendre qu'un composé polyfonctionnel est un composé qui contient plusieurs fonctions. Ici, il contient la fonction amine et la fonction alcool. Attention, ne vous trompez pas entre le nom du groupe et le nom de la fonction ou le nom de la famille. D'accord? C'est le groupe hydroxyle de la fonction ou de la famille des alcools. Donc, très bien. Ça, hyper simple. Je sais ce que c'est un composé polyfonctionnel. Alors, quand on fait une synthèse en chimie organique, bien souvent, les réactifs sont polyfonctionnels. Et donc, le problème, c'est que du coup, plusieurs fonctions vont pouvoir réagir dans les conditions de l'expérience. Comment faire? Nous, on veut seulement privilégier une réaction, puisqu'on cherche à créer un seul produit. Donc, on vous dit qu'un réactif chimiosélectif, et voilà ce vocabulaire qu'il faut maîtriser, c'est un réactif qui transforme un ou plusieurs groupes caractéristiques d'un composé polyfonctionnel sans modifier les autres. Il est donc chimiosélectif. Il ne sélectionne, on va dire, qu'un groupe, qu'un ou plusieurs. La réaction est dite sélective sans modifier les autres. D'accord? Alors, regardez ici, je vous montre un exemple. Si nous faisons la synthèse du paracétamol en TP à l'entrée, pour faire du paracétamol, qui est cette molécule ici, il faut faire réagir le para-aminophénol dont je vous parlais tout à l'heure, hein, comme un exemple de composé polyfonctionnel, ici et là. Il faut faire réagir ce composé polyfonctionnel avec de l'anhydride éthanoïque. Cette réaction va produire du paracétamol. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a ici une liaison qui se crée entre le N et le N et le C qui est ici, hein, vous le retrouvez ici. Donc cette liaison se fait là, grâce au doublé non liant de l'atome d'azote. Et vous pourriez vous dire, oui, mais alors pourquoi c'est le N qui vient ici s'associer et pourquoi ce ne serait pas le O ici parce qu'il a un doublé non liant également? Eh bien, en fait, vous découvrez à cet instant-là que quand vous faites cette réaction, elle produit effectivement du paracétamol et pas une autre molécule qui viendrait du fait que le doublé non liant de l'eau, de l'oxygène ici, viendrait se fixer là. Bah, tout simplement, cela donc nous montre que cette réaction est sélective.
D'accord? La réaction est sélective parce que sur les 2 groupes qui potentiellement pouvaient donner un doublé non liant, il n'y en a qu'un qui le donne. Donc très bien, c'est une réaction sélective, j'ai rien à faire. Elle me fournit le paracétamol que je cherche à obtenir. Donc tout va bien, réaction sélective. Problème, c'est, vous allez me dire normalement, vous me diriez: «Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si la réaction n'est pas sélective?» Eh bien, c'est ce que l'on va voir maintenant. Est-ce qu'à ce stade-là, tout le monde a compris ce dont j'ai parlé? Si je fais un petit résumé, les composés polyfonctionnels comme celui-ci peuvent réagir de plusieurs façons avec un même autre réactif, parce qu'elles ont plusieurs groupes caractéristiques. Si la réaction ne fait réagir qu'un de ces groupes sur les 2 groupes que l'on a ici, on dit que la réaction est sélective. D'accord? Donc, il arrive des moments où la réaction n'est pas sélective. Et donc, comment on fait? Alors, c'est ce que l'on va découvrir avec l'activité documentaire de la page 294. Vous pouvez avoir le livre sous les yeux, ce sera peut-être plus facile, mais sinon j'ai scanné tout ce qu'il nous fallait pour suivre, hein, d'accord? Donc on fait l'activité documentaire du livre, page 294. On vous parle des acides aminés. OK Anthony. Du coup, tu peux te déconnecter, Anthony, si tu es le seul pour lequel ça marche pas. Je suppose que Dorian enregistre la session et pourra la mettre comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a que pour Anthony que ça fonctionne pas aujourd'hui? Oui? OK. Allez, donc je continue. Donc on fait cette activité documentaire. Alors, on vous parle des acides aminés. C'est justement l'exemple de molécules polyfonctionnelles que vous connaissez, parce que les acides aminés, d'après leur nom, on l'a vu lors du bac blanc, ce sont des composés polyfonctionnels parce qu'ils portent une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Donc, parfait exemple pour comprendre la suite. Découvrons les difficultés que présente la synthèse d'une molécule appelée peptide à partir de 2 acides aminés, la glycine et l'alanine. Donc vous devez savoir, je pense, grâce à la SVT, que lorsque vous faites réagir les acides aminés entre eux, ils produisent des peptides que l'on retrouve dans les protéines. Donc les protéines, ce sont les molécules essentielles à la vie. On vous dit que ce sont de grands peptides, eux-mêmes étant des enchaînements de 2 acides aminés ou plus, reliés entre eux par ce qu'on appelle une liaison peptidique ou un groupe amide. C'est la même chose. La chimie classique ne permet pas de synthétiser facilement des peptides. Actuellement, la fabrication d'un peptide ou synthèse peptidique suppose l'enchaînement un par un des acides aminés. Donc, c'est super laborieux. Alors, on vous donne ici un exemple, l'ocytocine, qui a été la première hormone synthétisée en 1953. Elle est composée de 9 acides aminés. Donc, c'est celle que l'on utilise lorsqu'on veut provoquer un accouchement. Allez, on enchaîne. Alors, on vous parlait on s'intéresse ici à l'association de la glycine avec l'alanine, 2 acides aminés. On veut faire réagir l'un avec l'autre pour former un peptide. Donc, on vous raconte ce qui se passe. La réaction entre le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe amine d'un autre, ou réaction de couplage, conduit à la formation d'une molécule d'eau et d'un peptide présentant un groupe amide. Prenons ici l'exemple de la glycine et de l'alanine qui forment, regardez, le peptide GlyAla. Alors, est-ce que vous voyez comment il a été obtenu ce dipeptide? Si vous regardez, les couleurs vous aident à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous arrivez à voir quel groupe a réagi avec quel groupe pour former ce dipeptide? Donc, je viens de le lire. C'est le groupe carboxyle de la glycine, d'accord, le groupe carboxyle de la glycine qui a réagi avec le groupe amine de l'alanine. Hein. Tout le monde voit bien? Le bleu foncé avec le orange clair, tous les deux ont disparu. Et donc, ce groupe-là a réagi avec celui-ci et ça a créé ce groupe amide qui apparaît et la liaison peptidique dont il était question dans le document précédent. Regardez ce qu'on essaie de vous montrer. Est-ce que là, d'après vous, cette réaction est sélective? Sans rentrer dans les détails, juste en regardant l'image.
D'après vous, la réaction entre la glycine et l'alanine est-elle sélective? Est-ce qu'elle conduit qu'au dipeptide GLI-ALA? Il l'appelle GLI-ALA. Non. OK, il n'y a qu'un petit nom de Noan. Effectivement, Riyad, elle offre 4 possibilités. Regardez, j'ai 4. Le problème, c'est que j'ai 4 dipeptides qui vont se former. Quel sera le rendement du coup pour ce produit-là, d'après vous? Quel est le rendement statistiquement? Combien on pourrait dire? 25%, effectivement. Alors, pourquoi? Pourquoi? Dans ce cas-là, regardez, on est en train de vous expliquer, soit c'est le groupe carboxyle qui réagit avec l'amine ici, très bien, et ça fait du gli à la. Regardez ce qui peut aussi se passer, ça peut être le groupe carboxyle bleu ciel qui réagit avec le groupe amine ici, et ça va faire de l'alagli, hein, j'inverse. Ou alors, comprenez ce qui peut se passer aussi, le gligli ou le halala. Le gligli, qu'est-ce qui peut s'être passé? C'est une molécule de glycine qui réagit avec une autre molécule de glycine, c'est-à-dire le groupe carboxyle d'une molécule de glycine qui va réagir avec un groupe amine d'une autre molécule de glycine. Je ne peux pas empêcher ça. Donc, en fait, j'ai 4 possibilités de produits de dipeptides qui vont se former. Soit du gliala, soit du alagli pour dire que ce n'est pas les mêmes groupes, hein, c'est un carboxyle de l'un, l'amine de l'autre, ou un carboxyle de l'autre, l'amine de l'un, d'accord? Ou alors, lorsqu'ils vont réagir les uns avec les autres, faire du gli ou du ala-ala. J'espère que tout le monde a compris. Et on vous dit ici, lorsque les acides aminés gli et ala sont mis en présence, le groupe carboxyle de la glycine peut aussi réagir avec le groupe amine d'une autre molécule de glycine. 3 autres peptides se forment alors dans les mêmes proportions. Alors, je vous ai rajouté ça pour que ce soit plus clair. Je vous ai mis la glycine, l'alanine. Je vous ai mis ce qui se passait. Hein. Donc là, je suis partie du doublet non liant de l'azote qui vient ici se lier au carbone qui porte une charge partielle positive. Voilà ce que ça forme. Le gli est venu se fixer à l'ALA. Ah pardon, j'ai coupé, il reste un H2O ici, là. Au contraire, si je pars cette fois du doublet non liant de l'azote de la glycine, d'accord, celui-là, maintenant je pars de celui-ci, et il vient sur le carbone qui porte une charge partielle positive de l'alanine, ce que je n'avais pas considéré tout à l'heure, je forme un autre acide aminé différent que je vais appeler l'alagli, et puis je peux faire de la glycine sur de la glycine, avec toujours pareil, ou de l'alanine sur de l'alanine. D'accord? Alors, Cram, pour répondre à la question de Victor, il dit qu'il y a un truc bizarre ici. Effectivement, j'ai mis du Cram, ce qui était sur le document. C'est juste parce que si tu écris ce qui se passe ici, sur ce carbone-là pointé par ma souris, j'espère que tout le monde le voit, sur ce carbone-là, tu as bien 4 liaisons. Donc, s'il y en a 2 qui sont dans le plan, forcément, il y en a une qui sort du plan en allant vers l'arrière et une vers l'avant. D'accord? Donc, si on vous fait qu'un truc vers l'arrière ici, qu'est-ce que j'ai au bout là, si je passais en formule semi-développée? Qu'est-ce que j'ai au bout de mon truc qui pointe vers l'arrière? Je passe en semi-développé, j'y mets quoi au bout? Non, Victor, pas un H. Parce que rappelle-toi, dans une topologie que je ne représente pas, dans une topologie que je ne représente pas les liaisons avec des atomes d'hydrogène. Je vais faire ça pour peut-être vous simplifier. Oui, un C. Allez, je vais vous le faire. S'il n'y a certainement pas que Victor qui se pose la question. Alors, j'ai plus mon cours sous les yeux. Allez, je vais vous faire. Donc, je vais reprendre ce que j'ai ici. Je vous mets l'alanine telle qu'elle est mise. Alors, c'est du H2N. Voilà ce que vous avez sur le livre, d'accord? Donc, je vais vous la faire en crame si vous voulez. Donc, d'abord en semi-développé pour perdre personne. Alors, qu'est-ce que j'ai au bout? Donc, un CH3 puisqu'il y a un trait. Donc, voilà, je ne pense pas m'être trompée. Donc, si maintenant je vous le représente en crame, ça fait
Du coup, ben, je vais vous mettre le C ici. Je vais te mettre à l'arrière le CH3 comme c'était fait. Donc, ça veut dire qu'à l'avant, il y a quoi et qu'on ne représente pas parce que je suis en topologique? OK, un H. Très bien. Donc là, je vous le mets ici. Voilà ce que vous aviez. D'accord? Donc là, j'ai représenté, voilà, c'était pour ça. D'accord? N'hésitez pas à poser des questions et c'est important du coup de ne rien laisser de côté. Toutes les questions peuvent être intéressantes, pensez-y, hein, pas de complexe. OK, allez, donc je reprends sur le cours. Hop, hop, voilà, ça arrive. Très bien. Donc voilà, je vous ai rajouté ça. Prenez-le en photo si vous avez besoin parce que ce ne sera pas dans mon cours, sur mon cours, sur l'ENT. Donc je vous ai rajouté ça parce que, bah, j'aurais été en cours, je vous l'aurais fait, je vous l'aurais expliqué, je vous aurais fait les flèches en direct. Bon, j'espère que malgré tout, vous comprenez. Faites attention, du coup, j'ai oublié, là, j'ai scanné un peu trop, j'ai rogné un peu trop vite. Il manque les atomes d'oxygène ici, donc je vois que je libère une molécule d'eau, effectivement, sinon je me retrouve avec trop de liaisons. Donc voilà les 4 possibilités que j'ai. Donc c'est très problématique parce que, bah, au niveau d'un rendement, je suis super mauvaise et là, vous imaginez seulement que j'essaie de coupler seulement 2 acides aminés. Donc imaginez pour synthétiser l'ocytocine qui a été le résultat donc d'un couplage de 9 acides aminés, le rendement pourri que l'on a, hein, puisque là, 2 acides aminés, j'ai un rendement de 25 Si je voulais en coupler plus, vu que les réactions ne sont pas sélectives dans ce cas-là, eh ben, je diminue mon rendement à chaque étape. D'accord? Donc, ça coûte très cher, ça prend énormément de temps, ça consomme énormément de réactifs aussi. Donc, ce n'est pas du tout intéressant industriellement. Donc, allez, on repart sur les questions. Repérer les couleurs respectivement associées au groupe amine, carboxyle et amide. Donc, je reviens sur l'énoncé ici. Donc, quelles sont les couleurs associées à la fonction amine? Allez, rapidement, la couleur associée à l'amine, c'est quoi? Jaune, ok, donc jaune orangé pour l'amine. Pour l'acide carboxylique, c'est quelle couleur? Bleu, parfait. Et pour l'amide, la question concerne aussi l'amide, avec un D, c'est le violet, parfait. Donc, question hyper simple. Je continue. Reproduire le dipeptide gliala et entourer la liaison peptidique évoquée dans le texte. Donc, je repars sur le dipeptide gliala et on vous demande d'entourer la liaison peptidique dont il est question dans le texte. Et faites attention, ne me dites pas bah, c'est déjà fait. Là, ce qui est entouré, c'est le groupe amide. Et nous, on vous parle, quoi, dans l'activité, il est question d'entourer la liaison peptidique. Donc, si je vous relis l'énoncé où on parle de liaison peptidique, c'est ici. Donc, les protéines sont des grands peptides, eux-mêmes étant des enchaînements de 2 acides aminés reliés par une liaison peptidique. Donc, où est la liaison peptidique dans le cas de l'exemple gliala? Alors, ça ne va pas être évident. OK, il va être. Alors, celle, je suppose que c'est entre le N et le C lié au H. Si c'est bien ce que je comprends, ce serait celle-là. Si vous voyez ma souris, hein, tu es en train de me dire que c'est celle-ci, Riyad. OK, donc non, je valide pas. Entre NH et O, et celle-là, je valide. Alors celle-là, je valide effectivement, Chloé. On n'a pas à savoir ce qu'est une liaison peptidique, Victoire. On te dit juste que quand on associe 2 acides aminés, eh bien, une liaison va se créer qu'on appelle la liaison peptidique, puisque 2 acides aminés couplés, ça forme un peptide. Donc, on essaie de comprendre où est-ce qu'est la liaison. Mais la liaison, elle vient du doublé non liant. OK? C'est de là que ça vient. Donc, le doublé non liant, où est-ce qu'il est venu se mettre? Il est venu se mettre entre l'atome d'azote et ici, l'atome de carbone qui porte le dioxygène ici avec une double liaison. Donc, la liaison peptidique, c'est celle-ci entre le N et le C qui porte la double liaison avec l'oxygène.
tout simplement. C'est la liaison qui permet le couplage entre 2 acides aminés et cette liaison, elle vient du doublet non liant de l'azote qui permet justement de faire la liaison. OK? Donc on voit bien que lui, hop, vient se mettre ici. C'est ce qui est en vert là. Tout le monde a vu? Il n'y a pas de compétences exigibles là-dessus, hein. C'est de la saisie d'infos, je m'adapte à ce qu'on me dit. OK. Donc j'enchaîne, liaison peptidique, c'est fait. Question 3. Expliquez pourquoi les transformations chimiques entre acides aminés ne conduisent pas toujours au produit attendu avec un rendement satisfaisant. Eh bien, là, il faudrait dire, je fais appel à mes connaissances nouvelles d'aujourd'hui. Comme les acides aminés sont des composés polyfonctionnels, il peut y avoir donc de multiples produits qui se forment parce que la réaction n'est pas sélective. Donc, je veux dans la réponse 2, 2 éléments, composés polyfonctionnels et la réaction n'est pas sélective puisque je vois qu'elle produit plusieurs peptides possibles. Je continue avec la question suivante. On va découvrir quelque chose, une notion qu'il faut avoir donc au programme de terminale et vous allez voir que c'est très simple. D'accord? Donc, laissez-moi le temps d'arriver au bout avant de poser des questions. Alors, on vous raconte que, du coup, regardez, afin d'obtenir un meilleur rendement de synthèse du peptide gliala, un protocole en 4 étapes est envisagé. Donc, dans l'industrie, on ne fait pas comme ceci, on ne s'autorise pas à avoir un rendement pourri, à gaspiller énormément de réactifs, etc. Donc, il a fallu trouver une astuce. Et regardez quelle est l'astuce. On va assurer une protection d'un groupe amine. Puisque on a dit, moi, je veux ce dipeptide parce que c'est celui qui a les propriétés qui m'intéressent. Bref, c'est celui qu'il me faut. Je me rends compte que pour l'obtenir, je veux que ce soit le groupe carboxyle de la glycine qui réagisse. Alors, je me l'écris à côté, hein, peut-être que vous, écrivez-vous-le à côté aussi. Je veux que ce soit le groupe carboxyle de la glycine, hein, le bleu foncé qui a disparu, qui réagisse avec le groupe amine de l'alanine, puisque c'est le jaune clair qui a disparu. Voilà ce que je veux. Je ne veux pas que ce soit le reste qui réagisse. Je veux que ce soit ces deux-là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on me propose? On va protéger le groupe amine. Puisque je ne veux pas que le groupe amine de la glycine réagisse, il faut que je le protège. Comment je vais le protéger? Eh bien, je vais l'occuper par une autre molécule, en fait. Je vais effectuer une transformation chimique préliminaire. Regardez, je prends la glycine, je la fais réagir avec ce réactif, voilà, celui-ci, et je me rends compte que bien, maintenant, le NH2, là, le NH2 n'est plus NH2 tout court, mais NH lié à cette molécule qui s'est ajoutée. D'accord? Donc, voilà, j'ai protégé, on appelle cette étape une protection du groupe amine. Très bien. Donc, étape 2. Étape 2, je vais faire pareil pour l'alanine. Rappelez-vous, on s'est dit que pour créer le dipeptide gliala, il fallait que ce soit le groupe amine de l'alanine qui réagisse, pas le groupe carboxyle. Donc, je vais protéger le groupe carboxyle de l'alanine, celui-là, là. Je le protège. Pareil, je vais chercher. Alors ça, c'est de la chimie organe. Quel est le réactif qui pourrait réagir là, tac, tac. Donc ça, on sait très bien le faire, c'est de la théorie. Ensuite, on passe à la pratique, on cherche celui qui réagit le mieux, le plus facilement, etc., dans les proportions les plus intéressantes. Bref, je trouve ce composé-là et je vois effectivement que le COH n'est plus maintenant COH en tant que tel, mais COO, ce machin chose. Donc, j'ai protégé les deux fonctions que je ne voulais pas qu'elles réagissent. Je continue. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais faire réagir ma glycine qui est un petit peu modifiée, mon alanine qui est aussi modifiée. Et donc, ainsi, je suis sûre de pouvoir faire réagir ces deux fonctions l'une avec l'autre. Je crée donc ma liaison peptidique, mon groupe amide. Qu'est-ce qu'il va falloir que je finisse par faire? Eh bien, je vais faire ensuite de la déprotection pour retrouver mon composé de base. Donc, je trouve pareil ce qu'il faut, les conditions expérimentales qui vont me permettre de supprimer cette partie de molécule et celle-ci pour retomber sur la gliala. Qu'est-ce que je vais retenir de ceci? Alors, je passe sur les questions. Ça, on a vu tout ça. J'ai expliqué tout ça. OK, tout ceci, j'ai répondu.
Tout ça, je l'ai fait aussi à l'oral. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on retiendra? Je reviens sur le cours. Qu'est-ce qu'on retient? Ben, lorsqu'il n'est pas possible de mettre en œuvre une réaction sélective parce que c'est carrément le plus simple, eh bien, on va protéger les fonctions que l'on ne veut pas qu'elles réagissent et les déprotéger une fois que la réaction chimique est terminée. Voilà ce que vous devez retenir, juste protéger, déprotéger. Ah ouais, ça existe. Est-ce que c'est bon? Donc, quand la réaction n'est pas sélective, il faut s'assurer, on protège, on déprotège pour maximiser notre rendement. Et donc, pour ça, merci Chloé, je vous ai mis un sujet de bac. Si je reviens sur le début du cours, vous avez donc celui-ci, on va se le faire maintenant dans le peu de temps qui nous reste. Celui-ci, c'est un sujet classique, normal, vous devez arriver à le faire. Celui-ci, par contre, c'est sur ces questions de protection des protections. Le sujet est un peu chaud, d'accord? Donc, je le corrigerai avec vous. Si jamais vous ne vous en sortez pas, vous inquiétez pas, je le corrigerai avec vous. Je l'ai choisi justement parce qu'il était un peu tendu, hein? Voilà. Allez, s'il n'y a pas de questions, ouais, je ne sais pas si c'est l'humour, Alix, ou si tu le penses vraiment, mais pour les professeurs de chimie organique que j'ai eu en post-bac, bah, certains, vraiment, tu sens que c'est des passionnés. Et effectivement, c'est faire du puzzle au niveau microscopique, comment les associer, quoi. C'est sympa aussi. Il y a plein de choses à faire. Donc, voilà. Alors, du coup, et ça part des mécanismes réactionnels, Alix, hein. Donc, tu vois, moi, j'aime beaucoup ce chapitre sur les mécanismes réactionnels parce qu'on commence à comprendre, tiens, mais c'est vrai, on ne s'est jamais posé la question, pourquoi cette réaction? Ben, cette réaction, parce qu'il y a une affinité au niveau microscopique entre tel atome et tel atome. Donc, une fois que nous, on a juste commencé à entrevoir ce qui se passe et quand on continue dans le post-bac en chimie orga, on arrive à comprendre toutes les réactions qui se passent. Et donc, du coup, on arrive ensuite à les anticiper. Et c'est comme ça qu'on crée des médicaments ou n'importe quoi d'autre, des nouveaux matériaux. Alors, ceci étant, donc, je reviens sur le sujet ici que je voudrais faire. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Pour deux raisons. Premièrement, il permet de répondre à cette compétence exigible, analyse critique de protocoles expérimentaux. Donc ça sort souvent dans les sujets de bac, c'est très intéressant. Donc, quel protocole choisir? C'est vraiment un problème, on va dire, très quotidien pour des techniciens de laboratoire, pour identifier donc les espèces mises en jeu, leur quantité, les paramètres expérimentaux. Donc ça permet de répondre à cette compétence. Et deuxième choix qui a justifié donc ce sujet de bac, c'est parce que vous allez le voir, il est très très bizarre et c'est la première fois que l'on fait ce genre de sujet. Regardez, analyse et synthèse de documents. Quel protocole de synthèse le plus judicieux doit-on mettre en œuvre pour obtenir le méthanoate d'éthyle? Vous répondrez à la question en faisant 20 lignes et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de question. Alors, avant, je vous aurais dit, ça va être difficile de changer mon discours. Il n'y a pas longtemps, hier, je vous aurais dit, bon, ben ça peut tomber, il faut s'y entraîner, etc. Bon, ben, on est sûr que ça ne va pas tomber. Mais pourquoi je ne vous le mettrai pas à un petit contrôle du 3e trimestre? D'accord? Donc, bref, c'est important de savoir gérer n'importe quel sujet pour votre post-bac aussi. Alors, allons-y sur celui-ci. Le rhum. Le rhum est une boisson alcoolisée utilisée dans la conception de pâtisseries ou de cocktails et fabriquée à partir de canne à sucre. Ses particularités gustatives sont diverses et dépendent des variétés et du lieu de culture de la matière première employée, donc le blabla. L'industrie alimentaire met sur le marché de nombreux produits à odeur de rhum, mais pour des raisons économiques, beaucoup ne contiennent pas de rhum. L'odeur de rhum donnée à ces produits provient alors de l'emploi d'un arôme artificiel constitué de méthanoate d'éthyle. Ok, donc vous aurez compris que le sujet porte sur la synthèse du méthanoate d'éthyle, comment le fabriquer de manière la plus efficace possible, avec le meilleur rendement, au moindre coût. Donc l'objectif de cet exercice est d'étudier et comparer différentes méthodes d'obtention du méthanoate d'éthyle pour choisir la meilleure stratégie de synthèse. Alors on y va, vous avez des documents à votre disposition. Vous remarquez que l'ensemble de l'argumentation et les calculs doivent apparaître de manière détaillée. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de faire donc un argumentaire de 20 lignes. Donc, on rédige avec peut-être même certainement une introduction, un développement, une conclusion, qui va en plus mixer à l'intérieur des calculs. D'accord? Donc, c'est quelque chose de particulier. À ce sujet, je me suis prêtée à l'exercice et j'ai fait un corrigé.
et vous verrez, je n'ai pas mis 20 lignes, je crois que j'en ai mis 3 fois plus que ça, au moins. D'accord? Donc, j'ai essayé de faire un truc super complet pour répondre. Donc, vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, vous, il aurait fallu le faire en beaucoup plus condensé. Alors, il n'y a pas beaucoup de documents. Regardez, il y a 2 documents et ensuite les 4 protocoles proposés. Donc, regardons ce dont il est question dans les documents. La première, on vous raconte que pour préparer un ester, on reconnaît un ester, je fais réagir un acide carboxylique avec un alcool et ça produit de l'eau. Et on vous dit, attention, info super importante, cette réaction est très lente en l'absence d'un catalyseur, limitée. L'état final est un état d'équilibre où réactif et produit coexistent dans le milieu. Donc, tout le réactif ne va pas se transformer en produit, ce n'est pas une réaction totale. Donc, de toute manière, je n'aurai pas un rendement de 100%, ça c'est sûr. Par contre, il faut que je trouve le moyen d'augmenter au maximum le rendement. Alors, athermique veut dire, est-ce que quelqu'un a la solution? Ça ne nous aidera pas pour la suite. Mais si quelqu'un se pose la question de ce que signifie athermique, ça va avec exothermique et endothermique. Il y a des réactions exothermiques, endothermiques et athermiques. Que la température sert à rien, non, surtout pas, Alix. Tu vois, tu aurais pu mal comprendre. Non, ça ne veut pas du tout dire que ça ne dépend pas de la température, sinon ça sera embêtant parce que le catalyseur, pour moi, je sais que la température, excusez-moi, la température est un facteur cinétique, donc je vais pouvoir jouer là-dessus. Donc, athermique veut dire, personne ne l'a visiblement, qu'elle renvoie rien, peut-être ça, ok, qu'elle renvoie rien, ça veut dire qu'elle ne produit pas de température et qu'elle n'en consomme pas, elle ne consomme pas d'énergie, elle n'en produit pas non plus, d'accord? C'est le contraire d'endothermique ou exothermique. Là, on voit qu'on va pouvoir faire des calculs, on a les masses volumiques, température d'ébullition et la masse molaire moléculaire. Allez, donc on y va. Je vais essayer de faire ça rapidement puisque je vois qu'il approche de midi. Vous allez voir, on ne va pas y passer du temps. Le but n'est pas de rédiger, le but est de chercher les éléments et de répondre à la question. D'accord? Après, la rédaction, c'est un autre travail. Alors, lisons le premier protocole. Dans un ballon de 250 ml contenant 0,30 mol d'éthanol et quelques grammes de pierre ponce, on ajoute 0,30 mol d'acide méthanoïque. Donc, j'ai bien les 2 réactifs attendus, hein, un alcool, un acide carboxylique. On les a mis, non, je ne le dis pas, sinon je réponds à la question. Malgré un chauffage à reflux de plusieurs heures, montage ci-contre, on vous montre, d'accord? La composition du système chimique n'évolue pas et on n'obtient pas le méthanoate d'éthyle désiré. Donc, on a attendu plusieurs heures. Qui me dit pourquoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce protocole 1 dans notre réponse? Allez, donnez-moi tout ce que l'on apprend grâce à ça. On sait que la réaction est lente. Très bien. Allez, on continue. Donnez-moi d'autres éléments, s'il vous plaît, pour qu'on puisse arriver à aboutir à tout ce que j'attends. OK. Il y avait marqué qu'il fallait un catalyseur. Ici, il n'y a pas de catalyseur. Il y a juste la température. Je suis très embêtée, Franck. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de réactif? Il y a quand même des réactifs. La température n'est pas suffisante. Très bien, Charline. Il faudrait qu'on me rajoute que la température est un facteur cinétique. Elle accélère la réaction. Ah, ok, Franck. Donc, il n'y a pas eu de produit parce que la réaction n'a pas eu lieu. On a beau chauffer, c'est-à-dire utiliser le facteur cinétique de la température, la réaction n'a pas eu lieu parce qu'il est écrit que cette réaction est très lente en l'absence d'un catalyseur. Donc, même en chauffant, visiblement, elle est trop lente pour produire sur quelques heures un minimum de produit. Voilà ce qu'il fallait dire. On pourrait rajouter autre chose, s'il vous plaît. Le 0,30 mol, 0,30 mol. On pourrait dire que l'on a créé ici un mélange qui s'appelle comment? Oui, c'est ça. Tu as un doute sur l'orthographe? Stoichiométrique. Effectivement, regardez l'équation de la réaction. Il y a des nombres stoichiométriques égaux à 1. Hein, donc, ça veut dire qu'une mole d'acide réagit avec une mole d'alcool pour donner une mole d'ester, une mole d'eau. Donc, si je mets 0,30 plus 0,30, je forme bien un mélange stoichiométrique. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire. Donc, ce qui est sûr, c'est que déjà, je peux éliminer le protocole 1. Hein, je n'ai même pas créé le méthanoate d'éthyle que j'attendais. Allez, on part sur le protocole 2. Maintenant, on vous dit,
dans un ballon de 250 millilitres, toujours pareil, contenant toujours pareil 0,30 mol d'éthanol, 4 gouttes de solution d'acide sulfurique pur et quelques grains de pierre ponce. On ajoute 0,30 mol d'acide méthanoïque, toujours pareil. On chauffe à reflux, toujours pareil, jusqu'à l'obtention de tout l'ester possible. Et on obtient, après purification, un rendement de 67%. OK? Alors, dites-moi, du coup, qu'est-ce qu'on peut retirer? Donc, j'espère que vous avez tous une feuille, un petit crayon à côté pour essayer de faire deux, trois bricoles. J'ai un rendement de 67%. Dites-moi, s'il vous plaît, combien j'ai créé d'ester. Je veux la quantité de matière d'ester formée grâce au rendement. Allez, rappelez-vous la définition du rendement. Et déterminez-moi, s'il vous plaît, la quantité d'ester que j'ai produite. Allez, pendant que vous réfléchissez, je vais aider ceux qui s'en sortent moins bien. Donc, il faut que je retourne sur la définition du rendement que j'aimerais que vous connaissiez. Donc, le rendement, c'est la quantité de matière que j'ai obtenue expérimentalement sur la quantité de matière théorique. D'accord? Il est de 67%. Donc, il est de 0,67. Moi, je cherche la quantité de matière expérimentale que j'ai obtenue. Donc, pour évacuer le NTO, je multiplie par NTO des deux côtés. Ça fait 0,67 NTO, la quantité de matière théorique. Et quelle est la quantité de matière théorique que j'aurais dû former si la réaction avait été totale? Vu que j'ai 0,30 mol de réactif, eh bien, c'est 1 mol donne 1 mol, hein, d'après l'équation de la réaction. Donc, si j'ai 0,30, eh bien, je dois en former, très bien Damien, 0,30. Donc, 0,67 fois 0,30, vous faites ce calcul et vous tombez sur 0,20 mol, à 2 chiffres significatifs. Donc, j'étais partie avec 0,30 mol de réactif, j'obtiens 0,20 mol de produit. Bon, qu'est-ce qu'on dit sur ce protocole? Il est bien, il n'est pas bien par rapport au premier. On va comparer chaque fois les protocoles entre eux, hein, puisqu'il va falloir qu'on se décide à la fin. Donc, on choisit le 1 ou on choisit le 2. J'ai bien conscience que ma question est bien pourrie, hein, évidemment. On choisit le 2. On choisit le 2. Pourquoi? Parce qu'on a un rendement qui n'est pas de 0%. Hein, donc, déjà, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un rendement de 0%, mais de 67%? Là, il faut apporter des connaissances, du coup. Montrer qu'on maîtrise son cours. Donc, j'ai un rendement de 67%, car j'ai rajouté quoi? Un catalyseur, très bien. J'ai un catalyseur, j'identifie le catalyseur, c'est l'acide sulfurique, hein, c'est la seule chose qui est changée. Attention, faites gaffe, il y avait aussi les grains de pierre ponce qui sont arrivés, ne me dites pas que la pierre ponce est le catalyseur. Ça vient juste là, on peut le rajouter, hein, pour réguler l'ébullition. Et là, ça montre clairement que je maîtrise mon cours. OK? Donc, dans ce protocole 2, on obtient un rendement de 67% parce que, en plus de la température, qui est le facteur cinétique, on a rajouté un catalyseur qui permet de produire 0,20 mol d'ester. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce protocole 2. Prochaine, essayez de rester encore un petit peu avec moi pour qu'on ait le temps de finir. Le protocole 3. Donc, vous remarquez qu'à chaque fois, ils ont fait un effort pour vous le présenter différemment. Cette fois, j'ai toujours le même ballon, j'ai toujours la même quantité de matière d'éthanol, je mets toujours le même nombre de gouttes de catalyseur, toujours la pierre ponce pour réguler l'ébullition, mais cette fois, au lieu de mettre 0,30 mol d'acide méthanoïque, la différence est que je mets l'acide méthanoïque en excès. On ajoute 2,02 mol d'acide méthanoïque. Donc ça, il faudra que je le mette dans mon argumentaire. Ah ben, dans le protocole 3, tout est pareil, sauf que je mets l'acide méthanoïque en excès. Hein, montrez bien votre vocabulaire scientifique. Je mets l'acide méthanoïque en excès et là, on vous dit, on chauffe toujours pareil à reflux. Et lorsque l'équilibre est atteint, on va doser ce qui reste dans le ballon
en acide méthanoïque. Et on voit qu'il reste 1,73 mol d'acide méthanoïque. Allez, dites-moi qu'est-ce que ça m'apprend. S'il reste 1,73 mol d'acide méthanoïque, qu'est-ce que je calcule? Alors, ok, le but, ça va être de calculer le rendement, Charline. Mais vu que je sais combien j'avais mis d'acide méthanoïque et combien il en reste, je vais d'abord calculer combien d'acide méthanoïque a réagi, hein, tout simplement. Et c'est ce que tu as fait, Riyad? Très bien, parfait, c'est ce que je pense que tu as fait. Si vous faites 2,02 moins 1,73, vous trouvez effectivement ce que dit Riyad, 0,29 mol d'acide méthanoïque qui ont réagi. Donc ça, c'est le petit calcul qu'il faut faire. Je sais que 0,29 mol d'acide méthanoïque ont réagi. Maintenant, calculons le rendement. Alors, rappelez-vous, acide meth plus alcool donne l'ester plus l'eau. Je viens de calculer, alors j'avais 0,30 mol d'alcool et j'avais 2,02 mol d'acide méthanoïque. À l'état final, il m'en reste 1,73. Et là, ça, j'en sais rien. Donc, s'il m'en reste 1,73, c'est que 0,29 mol ont réagi. J'ai donc produit combien d'ester, s'il vous plaît? Si 0,29 mol d'acide méthanoïque ont réagi, combien ai-je produit d'ester? 0,29, toujours pareil, hein, une mol donne une mol. Donc, si 0,29 ont disparu, ben, ça a donné 0,29 mol d'ester. Donc, si je calcule le rendement pour le protocole 3, c'est la quantité d'ester produite, 0,29, sur la quantité d'ester que j'espérais avoir si la réaction avait été totale. Attention, ah d'accord, c'est le résultat, Damien, que tu me mets, ok. Sur 0,30, toujours pareil, c'est le même 0,30. Hein. Au total, j'aurais pu obtenir 0,30 puisque j'ai 0,30, c'est mon réactif limitant, c'est l'alcool. Hein, donc, je peux produire que 0,30. Et si vous faites ce calcul, vous tombez, alors attention, avec les arrondis, Damien, moi j'ai 97%. Voilà, 0,97, ce qui fait 97%. D'accord? Donc, là, ce qu'il faut dire dans le protocole 3, c'est que grâce à un réactif en excès, et c'est ce qu'on avait vu déjà dans un TP, si vous vous rappelez, quand je mets un des réactifs en excès, je déplace l'équilibre vers la consommation de ce réactif, c'est-à-dire vers la droite ici. Donc, je crée plus de produits. Hein, c'est une solution quand on a un équilibre lors d'une réaction. Eh bien, on peut déplacer l'équilibre en jouant sur la quantité de réactifs. Donc là, mettre un réactif en excès permet de déplacer l'équilibre et de produire davantage. Donc là, ben, qu'est-ce que je vais dire? Bon, ben, génial. Protocole 3, super. Le fait d'avoir mis l'acide méthanoïque en excès permet d'atteindre un rendement de 97%, toujours en présence de catalyseurs et toujours en chauffant, donc grâce à la température, facteur cinétique, blabla. OK? Allez, super. Ce que je ne comprends pas, c'est que s'il y a… Alors, oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Chloé. Hein. Si bien sûr, il y a 0,29 mol d'acide méthanoïque consommé, il y aura 0,29 mol d'alcool consommé. Mais attention, donc ce que j'aurais créé, c'est bien 0,29 mol, Chloé, mais ce que je mets au dénominateur, c'est ce que j'aurais eu si la réaction était totale. D'accord? Si la réaction était totale, ben, l'alcool étant le réactif limitant, les 0,30 mol auraient dû être consommés totalement et j'aurais dû avoir 0. D'accord? Le fait que je n'ai pas 0, c'est parce que justement la réaction n'est pas totale. Hein? Ça marche. Allez, je reviens donc sur le dernier protocole. Dernier protocole, il va falloir trancher entre le 3 et le 4. Alors, regardez le 4. On va identifier ce qui a changé. Alors, ce qui a changé, blabla, blabla, ça n'a pas changé. Et ça, bah tiens, c'est les mêmes quantités que dans le protocole 2. Je n'ai pas de réactif en excès, j'ai toujours un mélange stoichiométrique, mais en présence du catalyseur. Ça, comme dans le protocole 2. Par contre,
Maintenant, on me raconte que le ballon est surmonté d'une colonne à distiller et d'un réfrigérant permettant la récupération du distillat. Ce qu'on a vu en cours, c'est une distillation. En tête de colonne, ici en haut, on a un thermomètre qui permet de suivre la température. Celle-ci monte jusqu'à 55 degrés Celsius environ et se stabilise pendant un certain temps. Lorsque la température monte à nouveau, on arrête le chauffage, on arrête la réaction. Et on vous dit quel est le volume de distillat recueilli dans l'Erlenmeyer, 23,4 millilitres. Alors allons voir ce qui s'est passé lorsqu'on chauffe à 55 degrés Celsius. Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe à 55 degrés Celsius? J'ai donc dans mon ballon de l'éthanol, de l'acide méthanoïque, du méthanoate d'éthyle et de l'eau. L'un réagit avec l'autre, j'ai chauffé, il y a le catalyseur, donc je forme de mon produit. Sauf que en chauffant, que fait le méthanoate d'éthyle? Il s'évapore, très bien. Il monte à ébullition et donc il se vaporise, donc il s'échappe. Donc au fur et à mesure que vous le créez, il s'échappe. Et c'est génial parce qu'il a la température d'ébullition la plus faible. Donc le reste dans le ballon. Heureusement que tout ne s'échappe. D'accord? Donc le reste a une température d'ébullition plus élevée. Donc si je maintiens ma température ici, eh bien le méthanoate d'éthyle s'échappe. Alors qu'est-ce qui se passe quand le méthanoate d'éthyle s'échappe? Tout à l'heure, j'avais mis un des réactifs en excès. Là, je prends, en fait, j'extrais le produit au fur et à mesure qu'il est créé. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, voyons voir. Allez, essayons d'analyser le résultat. Qu'est-ce que je fais grâce au volume? Allez, dites-moi. Grâce au volume de distillat, qu'est-ce que je vais pouvoir calculer? Le nombre de moles. Allez, on y va. Donc, vous me faites ça rapidement. Vous avez le volume 23,4. Marquez-vous 23,4 quelque part. Ce sont des millilitres. Et effectivement, grâce à ça, je vous remets les infos sous le nez. Donc, vous avez la masse moléculaire, la masse volumique. Donc, vous vous rappelez, N égale, on l'a déjà fait plusieurs fois, petit m sur grand M. Petit m, c'est ρ fois V sur grand M. Parfait. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Vous trompez pas, c'est sur le méthanoate d'éthyle. Donc, le ρ, c'est 0,918. Ce sont des grammes par millilitre. Prêtez bien attention à l'unité de la masse volumique. Ça veut dire que je peux garder mon volume en millilitres, donc 23,4, sur la masse molaire moléculaire du méthanoate d'éthyle, c'est-à-dire 74. Allez, je fais mon calcul. Vous le faites, s'il vous plaît. Et on trouve... Parfait. 0,29 mol. 0,29 mol. Quel est le rendement du coup? 97, parfait. On a exactement la même chose que tout à l'heure. On a produit pareil, en fait, 0,29 mol, alors qu'on pouvait s'attendre à en avoir 0,30 si la réaction avait été totale. Donc, ça fait un rendement de 97%. Très bien, pareil qu'avant. Alors maintenant, il va falloir trancher. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'est là que ça m'intéresse le plus, votre esprit critique. Je choisis le protocole 3 ou je choisis le protocole 4? Et sachez que s'il n'y a pas d'argument, bien sûr, votre réponse ne vaudra pas grand-chose. Donc, allez, dites-moi. Déjà, voyons voir, essayez de vous prononcer. D'habitude, c'est toujours les 3, 4, 5 qui répondent toujours les mêmes. Essayez de me dire, globalement, votre choix de protocole. Allez, j'aimerais que tout le monde s'exprime sur le 3 ou sur le 4, sans justifier parce que ça prend du temps. Commençons déjà par voir ce que vous pensez. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont exprimées. Alors, donc, ceux qui se sont exprimés ont dit le 4. Ah, Benoît dit le 3. Le 4, car chimie verte a besoin de moins de matériel. Alors, maintenant, j'ai du 3 qui sort.
Alors, pour le 3, parce que c'est moins compliqué, Alix, j'aime bien ton argument. Allez, donc regardez. Effectivement, il va falloir dire, bon, entre le 3 et le 4, ce n'est pas une question de rendement qui va me faire trancher, puisque le rendement est le même, je produis donc autant de méthanoïthyl dans les 2 cas. Maintenant, donc du coup, ce qui va me permettre de trancher, c'est, je sais pas, moi, tout ce dont j'ai parlé dans le cours, la sécurité, le coût, la facilité, le gaspillage, tout ça. Donc regardez, dans le protocole 3, vous avez 0,30 mol d'éthanol et 2,02 mol d'acide méthanoïque. Donc vous allez utiliser plus de réactifs. D'accord? Vous utilisez plus de réactifs. Dans l'autre, on utilise moins de réactifs. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez séparer votre méthanoate d'éthyle. Ça veut dire que vous faites une pierre deux coups, vous faites à la fois la réaction qui vous permet de le produire avec un rendement très intéressant, et ensuite vous l'isolez carrément. D'accord? Parce que là, il va être mélangé dans le protocole 3, il va être dans le mélange. Donc, il faudra faire derrière une étape pour l'isoler. Là, il est déjà isolé. D'accord? Donc, j'utilise moins de réactifs et en plus, je l'isole. Donc, tout est bueno. Je prends le protocole 4. Alors, donc voilà, le temps, c'est de l'argent, tu as raison. Dans l'activité documentaire que je n'ai pas faite dans mon cours, elle est un petit peu plus compliquée. Je vous présente 3 protocoles. Je vous demande d'aller beaucoup plus loin, de me calculer le coût, etc., parler de la sécurité, etc. Franchement, je vous encourage pas à la faire totalement peut-être, mais à analyser un des 3 protocoles que je vous propose et d'aller vraiment faire toutes les questions posées pour parler de sécurité, de coût, de facilité, etc. Donc voilà, j'ai fini pour moi ce chapitre, tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on passera sur donc de la correction de sujets à la rentrée. Il y aura donc toujours pareil un QCM. Vraiment, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous ai mis le travail à faire. Ah, j'ai l'écran qui a sauté, je vais le retrouver. Je vous ai mis le travail à faire ici dans le cahier de texte avec le planning. D'accord? Donc, c'est le planning que je vous ai montré hier, qui vous donne donc le travail à faire pendant les vacances. Donc, voilà, le fait qu'il n'y ait pas le bac, mais contrôle continu au 3e trimestre fait que je vous conseille carrément de le faire correctement parce que du coup, forcément, moi, comme les autres profs, on va être obligé de vous évaluer sur le 3e trimestre et donc vous risquez, dès que le confinement sera terminé, de vous retrouver avec des gros contrôles dans toutes les matières. D'accord? Donc, il va falloir l'anticiper, donc essayer de vous organiser pour travailler petit à petit et pour pas avoir toutes ces matières. Forcément, elles vont tomber peut-être même la même semaine, ça fera limite comme un bac blanc, hein, finalement. Donc, essayez de l'anticiper pour pas être pris de court quand ça va arriver, surtout si on reprend un peu plus tard que prévu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On l'a bien mérité, franchement. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été là tous les jours. J'aurais préféré vous voir en vrai.